Risible amour de Milan Kundera. Chapitre 1. Verse-moi encore un verre de Slivovice, me dit Clara, et je ne fus pas contre. Nous avions trouvé, pour ouvrir la bouteille, un prétexte qui n'avait rien d'extraordinaire, mais qui tenait. Je venais de toucher, ce jour-là, une assez jolie somme pour une longue étude parue dans une revue d'histoire de l'art. Si mon étude avait fini par être publiée, ça n'avait pas été sans mal. Ce que j'avais écrit n'était qu'épine et polémique. C'est pourquoi la revue La Pensée Plastique, avec sa rédaction grisonnante et circonspecte, avait refusé ce texte, et j'avais finalement confié à une revue concurrente, moins importante il est vrai, mais dont les rédacteurs sont plus jeunes et plus irréfléchis. Le facteur m'avait apporté le mandat à la faculté, ainsi qu'une lettre. Lettre sans importance et que je parcourus à peine le matin, frais et moulu de ma toute nouvelle grandeur. Mais une fois de retour à la maison, tandis que l'on approchait de minuit et que le niveau baissait dans la bouteille, pour nous amuser, je pris cette lettre sur mon bureau et je la lus à Clara. « Chers camarades, et si je peux me permettre d'user de ce terme, chers collègues, pardonnez à un homme auquel vous n'avez jamais parlé de votre vie de prendre la liberté de vous écrire. Je m'adresse à vous pour vous prier de bien vouloir lire l'article 6 juin. Je ne vous connais pas personnellement, mais je vous estime, car vous êtes à mes yeux l'homme dont les opinions, le raisonnement, les conclusions m'ont toujours paru corroborer de manière surprenante les résultats de mes propres recherches. » Suivaient de grandes éloges de mes mérites et une requête. Il me demandait d'avoir l'obligeance de rédiger une note de lecture à l'intention de la revue La Pensée Plastique, qui depuis 6 mois refusait et dénigrait son article. On lui avait dit que mon avis serait décisif, de sorte que j'étais désormais son seul espoir, la seule lueur dans ces ténèbres têtues. Clara et moi, nous échangions toutes sortes de blagues sur ce monsieur Zaturecki, dont le nom pompeux nous fascinait. Des blagues, bien entendu, tout à fait cordiales, car l'éloge qu'il m'avait adressé me rendait généreux, surtout avec une bouteille d'excellente Slivovice à portée de la main. Si généreux qu'en ces instants inoubliables, j'éprouvais de l'amour pour le monde entier. Ne pouvant faire des cadeaux au monde entier, j'en faisais du moins à Clara. Et sinon des cadeaux, du moins des promesses. Clara, avec ses 20 ans, était une jeune fille de bonne famille. Que dis-je de bonne famille, d'excellente famille. Son père, ancien directeur de banque et représentant par conséquent de la grande bourgeoisie, avait été expulsé de Prague vers 1950. Il était allé s'installer au village de Selakovice, à une distance respectable de la capitale. Sa fille, mal notée par la section des cadres, travaillait comme couturière devant une machine à coudre dans l'immense atelier d'une entreprise de confection pragoise. Ce soir-là, assis en face d'elle, j'encourageais son penchant pour moi en lui vantant à la légère les avantages de la place que je promettais de lui procurer avec l'aide de mes amis. J'affirmais qu'il était inadmissible qu'une aussi charmante fille perdît sa beauté devant une machine à coudre, et je décidai qu'elle devait devenir mannequin. Clara ne me contredit pas, et nous passâmes la nuit dans une heureuse harmonie. Chapitre 2. Nous traversons le présent les yeux bandés. Tout au plus pouvons-nous pressentir et prédeviner ce que nous sommes en train de vivre. Plus tard seulement, quand est dénoué le bandeau et que nous examinons le passé, nous nous rendons compte de ce que nous avons vécu et nous en comprenons le sens. Je m'imaginais ce soir-là boire à ma réussite et je ne me doutais pas le moins du monde que c'était le vernissage solennel de ma fin. Et parce que je ne me doutais de rien, je m'éveillai de bonne humeur le lendemain. Et tandis que Clara dormait encore d'un sommeil heureux, je pris l'article joint à la lettre de M. Zaturecki et me mis à le lire au lit avec une indifférence amusée. L'article, intitulé « Un maître du dessin tchèque », Mikolas Alès, ne méritait même pas de cette demi-heure distraite que je lui accordais. C'était un ramassis de lieux communs accumulés sans le moindre sens du développement logique, sans la moindre idée originale. C'était incontestablement une ineptie. Ce que le docteur Kalousek, rédacteur en chef de la revue La Pensée Plastique, personnage au demeurant les plus antipathiques, me confirma le jour même par téléphone. Il m'appela à la faculté et me dit « As-tu reçu la dissertation de M. Zaturecki ?»« Eh bien, rends-moi le service de rédiger cette note. 5 spécialistes lui ont démoli son article. Mais il continue d'insister et il s'imagine que tu es la seule et unique autorité. Écris en quelques lignes que ça ne tient pas debout. Tu es bien placé pour cela, tu sais être acerbe, et il nous fichera la paix. » Mais quelque chose en moi se rebiffa. Pourquoi devais-je être justement moi le bourreau de M. Zaturecki ? Était-ce moi qui touchais pour cela un salaire de rédacteur en chef ? Je me rappelais d'ailleurs fort bien que la Pensée Plastique avait jugé prudent de refuser mon étude. En outre, le nom de M. Zaturecki était fortement lié pour moi au souvenir de Clara, de la bouteille de Slivovice et d'une belle soirée. Et enfin, je ne vais pas le nier, c'est humain,
Je pourrais compter sur les doigts de la main et probablement sur un seul doigt les gens qui me prennent pour la seule et unique autorité. Pourquoi me faire un ennemi de cet unique admirateur ? Je terminai l'entretien avec Cadousec par quelques mots spirituels et vagues que chacun d'entre nous pouvait considérer comme il l'entendait. Lui comme une promesse et moi comme un échappatoire. Et je raccrochais, fermement résolu à ne jamais écrire de notes de lecture sur M. Zatureki. Je pris donc du papier à lettres dans mon tiroir, et j'écrivis à M. Zatureki une lettre où j'évitais soigneusement de formuler une appréciation quelconque sur son travail, et lui expliquer que mes idées sur la peinture du XIXe siècle sont en général tenues pour erronées, surtout à la rédaction de la pensée plastique, si bien que mon intervention risquerait d'être plus nuisible qu'utile. En même temps, j'accusais M. Zatureki d'une éloquence amicale où il ne pouvait pas ne pas voir une marque de sympathie à son égard. Aussitôt cette lettre mise à la boîte aux lettres, j'oubliai M. Zatureki. Mais M. Zatureki, lui, ne m'oublia pas. Chapitre 3. Un beau jour, comme je venais de terminer mon cours, j'enseigne l'histoire de la peinture, la secrétaire, Madame Marie, affable dame d'un certain âge qui me prépare le café et répond que je ne suis pas là quand se font entendre au téléphone d'indésirables voix féminines, vint frapper à la porte de la classe. Elle passa la tête et me dit qu'un monsieur m'attendait. Les messieurs ne me font pas peur. Je pris congé de mes étudiants et sortis le cœur léger, dans le couloir où un monsieur de petite taille, en costume noir usé et chemise blanche, me salua. Puis il m'annonça très respectueusement qu'il s'appelait Zatureki. Je fis entrer mon visiteur dans une pièce vide, lui offris un fauteuil et j'engageai la conversation d'un ton jovial, parlant de tout et de rien, du vilain été que nous avions et des expositions pragoises. M. Zatureki acquiesçait poliment à mes futilités, mais cherchait aussitôt à rattacher chacune d'elles à son article, qui se trouva soudain entre nous, dans son invisible substance, comme un irrésistible aimant. « J'écrirais bien volontiers une note sur votre travail, dis-je enfin, mais je vous ai expliqué dans ma lettre que personne ne me tient pour un spécialiste de la peinture tchèque du XIXe siècle, et qu'en plus, je ne suis pas dans les meilleurs termes avec la rédaction de la pensée plastique, où l'on voit en moi un moderniste invétéré, si bien que même une appréciation favorable de ma part ne pourrait que vous nuire. « Oh, vous êtes trop modeste, » répliqua M. Zatureki. « Comment un spécialiste comme vous peut-il être aussi pessimiste sur sa position ? On m'a dit à la rédaction que tout dépendait désormais de votre avis. Si vous êtes favorable à mon article, il sera publié. Vous êtes ma seule chance. Ce travail représente 3 années d'études, 3 années de recherche. Tout est maintenant entre vos mains. » Avec quelle insouciance et de quel pauvre métal forgeons-nous nos subterfuges ? Je ne savais que répondre à M. Zatureki. Levant machinalement les yeux pour le regarder en face, je vis d'innocentes petites lunettes démodées, mais aussi une profonde ride énergétique, tracée verticalement sur son front. Dans un bref instant de lucidité, un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Cette ride attentive et opiniâtre ne reflétait pas seulement le martyre intellectuel de son propriétaire penché sur les dessins de Nicolas Alès, mais une force de volonté peu commune. Perdant toute présence d'esprit, je ne parvenais plus à trouver d'excuses suffisamment habiles. Je savais que je ne rédigerais pas cette note de lecture, mais je savais aussi que je n'avais pas la force de le dire en face au petit homme suppliant. Je me mis à sourire et à proférer de vagues promesses. M. Zatureki me remercia, en disant qu'il reviendrait bientôt se renseigner. Je le quittai avec des sourires plein la bouche. Il revint effectivement quelques jours plus tard, et je parvins adroitement à l'éviter. Mais on m'annonça le lendemain qu'il m'avait de nouveau demandé à la faculté. Je compris que ça tournait mal. J'allais aussitôt trouver Madame Marie afin de prendre les mesures qui s'imposaient. « S'il vous plaît, Marie, si jamais ce monsieur revient et me demande, dites-lui que je suis partie faire un voyage d'études en Allemagne, et que je ne serai pas de retour avant 1 mois. Autre chose, tous mes cours ont lieu le mardi et le mercredi. Désormais, je ferai mes cours le jeudi et le vendredi. Seuls mes étudiants en seront informés. Ne le dites à personne et ne modifiez pas l'emploi du temps. Il faut que je passe dans la clandestinité. » Chapitre 4. Peu de temps après, M. Zatureki vint effectivement me demander à la faculté, et parut désespéré quand la secrétaire lui annonça que j'étais précipitamment partie pour l'Allemagne. « Mais c'est impossible ! Monsieur l'assistant doit écrire une note sur mon article. Comment a-t-il pu partir comme ça ?»« Je n'en sais rien, » répliqua Madame Marie. « Mais il sera de retour dans 1 mois. »« Encore 1 mois !» se lamenta M. Zatureki. « Et vous ne connaissez pas son adresse en Allemagne ?»« Je ne la connais pas, » dit Madame Marie. Et j'eus la paix pendant 1 mois. Mais le mois passa plus vite que je ne l'imaginais, et M. Zatureki se retrouva dans le bureau de la secrétaire. « Non, il n'est pas encore entré, » lui dit Madame Marie.
et quand elle me vit, elle me demanda d'un ton suppliant. « Votre bonhomme est encore venu. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Dites-lui, Marie, que j'ai eu la jaunisse en Allemagne, et que je suis à l'hôpital à Iéna. »« À l'hôpital ? Mais c'est impossible, monsieur l'assistant devait écrire une note de lecture sur mon article !» s'écria M. Zaturecki quand la secrétaire lui annonça cette nouvelle, quelques jours plus tard. « Monsieur Zaturecki, dit la secrétaire d'un ton de reproche, monsieur l'assistant est gravement malade à l'étranger et vous ne pensez qu'à votre article. » M. Zaturecki rentra la tête dans les épaules et sortit. Mais 15 jours plus tard, il était de nouveau là. « J'ai envoyé une lettre recommandée à Iéna. La lettre m'est revenue. »« Je vais devenir folle avec votre bonhomme, » me dit Madame Marie le lendemain. « Ne vous fâchez pas, mais que voulez-vous que je lui dise ? Je lui ai dit que vous étiez de retour, il faut vous débrouiller tout seul avec lui. » Je n'en voulais pas, Madame Marie. Elle faisait ce qu'elle pouvait, et d'ailleurs, j'étais loin de m'avouer vaincue. Je me savais insaisissable. Je ne vivais plus que clandestinement. Je faisais clandestinement mes cours le jeudi et le vendredi, et je venais, toujours clandestinement, le mardi et le mercredi, me tapir sous la porte cochère d'un immeuble, en face de la faculté, et je m'amusais du spectacle de M. Zaturecki, qui guettait ma sortie de la faculté. J'avais envie de me mettre une perruque et une barbe postiche. Je me prenais pour Sherlock Holmes, Jack l'Éventreur, l'homme invisible cheminant à travers la ville. J'étais d'excellente humeur. Mais un jour, M. Zaturecki finit par se lasser de faire le guet, et frappa un grand coup contre Madame Marie. « Mais enfin, quand le camarade assistant fait-il ses cours ?»« Vous n'avez qu'à consulter l'emploi du temps, » répliqua Madame Marie, en désignant sur le mur un grand tableau quadrillé où l'horaire des cours est indiqué avec une clarté exemplaire. « Je sais, » dit M. Zaturecki, qui ne s'en laissait pas compter, « mais le camarade ne vient jamais faire son cours le mardi ni le mercredi. Est-il en arrêt de travail ?»« Non, » dit Madame Marie, gênée. Et le petit homme accabla alors Madame Marie. Il lui reprocha de ne pas avoir mis l'emploi du temps à jour. Il demanda ironiquement comment il se pouvait qu'elle ignorât à quel moment les professeurs faisaient leurs cours. Il annonça qu'il allait porter plainte contre elle. Il vociféra. Il déclara qu'il allait également se plaindre du camarade assistant qui ne faisait pas ses cours. Il demanda si le recteur était présent. Par malheur, le recteur était là. M. Zaturecki frappa à la porte de son bureau et entra. 10 minutes plus tard, il était de retour dans le bureau de Madame Marie et lui demandait sèchement l'adresse de mon domicile personnel. 20 rue Skalnikova à Litomilsk, dit Madame Marie. Comment cela à Litomilsk ? Monsieur l'assistant n'a qu'un pied à terre à Prague et ne souhaite pas que j'en communique l'adresse. J'exige que vous me donniez l'adresse du domicile de monsieur l'assistant à Prague, s'écria le petit homme d'une voix chevrotante. Madame Marie perdit courage pour de bon. Elle livra l'adresse de ma mansarde, de mon pauvre abri, de mon heureuse tanière où je devais être traquée. Chapitre 5. Oui, mon domicile permanent est à Litomilsk. J'ai là-bas ma mère et des souvenirs de mon père. Chaque fois que je le peux, je quitte Prague pour aller travailler et étudier à la maison, dans le petit logement de maman. De sorte que j'ai gardé l'adresse de ma mère comme adresse permanente. Mais à Prague, je n'avais même pas été capable de trouver un studio convenable, comme il lui était nécessaire et normal, et j'habitais en sous-location, dans un quartier périphérique, sous les toits, dans une petite mansarde, entièrement indépendante, dont je cachais autant que possible l'existence, afin d'éviter l'inutile rencontre de visiteurs indésirables avec mes compagnes éphémères. Je ne saurais donc prétendre que ma réputation dans l'immeuble fut précisément des meilleures. En outre, pendant mes séjours à Litomilsk, j'avais plusieurs fois prêté ma chambre à des camarades, qui s'y étaient si bien divertis que personne dans la maison n'avait pu fermer l'œil de la nuit. Tout cela suscitait l'indignation de certains locataires, qui me livraient une lutte sourde, laquelle se manifestait de temps à autre par les avis que formulait à mon égard le comité de rue, et même par le dépôt d'une plainte au service du logement. À l'époque dont je parle, Clara, qui commençait à trouver pénible de venir travailler à Prague depuis Selakovice, avait décidé de dormir chez moi. D'abord timidement et dans des cas exceptionnels, puis elle avait déposé une robe, ensuite plusieurs robes, et au bout de quelque temps, mes 2 costumes furent écrasés au fond de l'armoire, et ma mansarde fut transformée en salon féminin. J'avais un grand faible pour Clara. Elle était belle. Il me plaisait que les gens se retournent sur nous quand nous sortions ensemble. Elle avait 13 ans de moins que moi, et cette circonstance ne pouvait qu'accroître mon prestige aux yeux de mes étudiants. En un mot, j'avais 1000 raisons de tenir à elle. Cependant, je ne voulais pas que l'on sache qu'elle habitait chez moi. Je redoutais que l'on s'en prenne à mon brave propriétaire, un homme âgé qui se montrait discret et ne s'occupait pas de moi. Je tremblais qu'il ne vînt un beau jour, à son corps défendant et le cœur gros, me prier de mettre mon ami à la porte, afin de sauvegarder sa bonne réputation. Clara avait donc reçu des instructions sévères, lui enjoignant de n'ouvrir à personne. Ce jour-là, elle était seule à la maison. Il faisait une belle journée ensoleillée, et dans la mansarde, on étouffait presque.
Elle s'était donc couchée nue sur mon divan et se consacrait à la contemplation du plafond. C'est alors que tout à coup, on se mit à tambouriner à la porte. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, puisqu'il n'y avait pas de sonnette à la porte de ma mansarde. Les visiteurs sont donc bien obligés de frapper. Donc Clara ne se laissa pas troubler par ce vacarme et ne songea nullement à interrompre sa contemplation du plafond. Mais les coups frappés à la porte ne cessaient pas. Ils continuaient au contraire avec une tranquille et incompréhensible persévérance. Clara finit par devenir nerveuse. Elle se mit à imaginer devant la porte un monsieur qui retournait lentement et éloquemment le revers de son veston, et qui allait ensuite lui demander brutalement pourquoi elle n'ouvrait pas, ce qu'elle cachait et si elle était déclarée à cette adresse. Elle céda à un sentiment de culpabilité, cessa de fixer le plafond et chercha du regard l'endroit où elle avait posé ses vêtements. Mais les coups étaient si obstinés qu'elle ne put trouver dans sa confusion que mon imperméable accroché dans l'entrée. Elle l'enfila et ouvrit. Sur le seuil, au lieu d'un méchant visage fouinard, elle ne vit qu'un petit homme qui la saluait. « Monsieur l'assistant est-il chez lui ?»« Non, il est sorti. »« C'est dommage, » dit le petit homme, et il s'excusa poliment. « Monsieur l'assistant doit écrire une note de lecture sur un article dont je suis l'auteur. Il me l'a promis et cette affaire est très urgente maintenant. Si vous permettez, je voudrais lui laisser au moins un message. » Clara donna au petit homme du papier et un crayon, et le soir je pus lire que le sort de son article sur Nicolas Alès était entre mes mains, et que M. Zatureki attendait avec respect que je rédige la note promise. Il ajoutait qu'il me demanderait de nouveau à la faculté. Chapitre 6. Le lendemain, Madame Marie me raconta que M. Zatureki l'avait menacée, qu'il avait vociféré et était allé se plaindre. La malheureuse avait la voix qui tremblait, elle était au bord des larmes. Cette fois, je me mis en colère. Je ne comprenais que trop bien que Madame Marie, qui s'était jusqu'alors amusée de cette partie de cache-cache, plutôt par sympathie pour moi que par franche gaieté, se sentit maintenant offensée et vit naturellement en moi la cause de ses ennuis. Et si j'ajoutais à ces griefs que j'avais dû révéler l'adresse de ma mansarde, que l'on avait tambouriné à ma porte pendant 10 minutes et que l'on avait effrayé Clara, ma colère tournait à la fureur. Et comme j'étais là, à arpenter le bureau de Madame Marie, à me mordre les lèvres, à bouillonner, à imaginer une vengeance, la porte s'ouvre et M. Zatureki paraît. Dès qu'il m'aperçut, son visage s'illumina de bonheur. Il s'inclina et me dit bonjour. Il arrivait trop tôt, avant que j'aie eu le temps de méditer ma vengeance. Il me demanda si l'on m'avait remis son message de la veille. Je ne dis rien. Il répéta sa question. « Oui, » répondis-je enfin. « Et vous allez l'écrire, cette note ?» Je le voyais devant moi, chétif, têtu, redoutable. Je voyais la ride verticale qui dessinait sur son front, le trait d'une unique passion. Je voyais ce trait et je compris que c'était une rectiligne déterminée par 2 points, par ma note de lecture et par son article. Et que, hormis le vice de cette ligne maniaque, rien n'existait pour lui dans la vie qu'une assesse digne d'un saint. Et je cédai à une malveillance salvatrice. « J'espère que vous comprenez que je n'ai plus rien à vous dire après ce qui s'est passé hier, » dis-je. « Je ne vous comprends pas. Ne jouez pas la comédie. Elle m'a tout dit. C'est inutile de nier. »« Je ne vous comprends pas, » répéta de nouveau le petit homme, mais d'un ton plus énergétique cette fois. Je pris un ton jovial et presque amical. « Écoutez, monsieur Zatureki, je ne veux pas vous faire de reproches. Moi aussi je suis coureur et je vous comprends. Moi aussi, à votre place, je ferais volontiers des propositions à une jolie fille, si je me trouvais seule avec elle dans un appartement, et qu'elle soit nue sous un imperméable. » Le petit homme blêmit. « C'est une insulte !»« Non, c'est la vérité, monsieur Zatureki. »« C'est cette dame qui vous a dit cela ? » ?»« Elle n'a pas de secret pour moi. »« Camarade assistant, c'est une insulte. Je suis un homme marié, j'ai une femme, j'ai des enfants. » Le petit homme fit un pas en avant, m'obligeant à reculer. « C'est une circonstance aggravante, monsieur Zatureki. »« Que voulez-vous dire ? » ?»« Je veux dire que le fait d'être marié est une circonstance aggravante pour un coureur de femmes. »« Vous retirerez ces paroles !» dit M. Zatureki d'un ton de menace. « Entendu, » dis-je conciliant. « Le mariage n'est pas nécessairement une circonstance aggravante pour un coureur de femmes, mais peu importe. Je vous ai dit que je ne vous en voulais pas et que je vous comprenais parfaitement. Mais il y a tout de même une chose qui me dépasse, c'est que vous puissiez exiger qu'un homme rédige une note de lecture sur votre article alors que vous essayez de séduire son ami. »« Camarade assistant, c'est monsieur Caloussec, docteur ès-lettres, rédacteur en chef de la revue La Pensée Plastique, périodique publié sous les auspices de l'Académie des Sciences, qui vous réclame cette note, et vous devez l'écrire. »« Choisissez, ma note de lecture ou mon ami ? Vous ne pouvez pas vouloir l'un et l'autre. »« Comme vous vous conduisez !» s'écria M. Zatureki, en proie à une colère désespérée. Chose étrange, j'avais tout à fait le sentiment que M. Zatureki avait réellement eu l'intention de séduire Clara. J'éclatai et me mis à crier à mon tour. « Vous vous permettez de me faire la morale ?
Vous qui devriez me présenter vos plus plates excuses devant notre secrétaire. » Je tournai le dos à M. Zatureki qui sortit de la pièce en titubant, désemparé. « À la bonne heure, » dis-je avec un soupir après ce combat difficile mais victorieux. Et j'ajoutai à l'intention de Madame Marie, « Je pense qu'il va me fiche la paix avec cette note de lecture maintenant. » Après un moment de silence, Madame Marie me demanda timidement, « Et pourquoi vous ne voulez pas la lui rédiger, cette note de lecture ?»« Parce que son article, ma petite Marie, est un tissu d'ânerie. » « Et pourquoi n'écrivez-vous pas une note pour dire que c'est un tissu d'ânerie ? Et pourquoi c'est à moi de l'écrire ? Pourquoi faut-il toujours que ce soit moi qui me fasse des ennemis ?» Madame Marie me regardait avec un long sourire indulgent, quand la porte s'ouvrit de nouveau. Monsieur Zatureki parut, le bras tendu devant lui. « On verra qui présentera des excuses à l'autre !» Il éructa ces mots d'une voix chevrotante et disparut. Chapitre 7. Je ne me souviens pas exactement, mais le jour même ou quelques jours plus tard, nous trouvâmes dans la boîte une enveloppe sans adresse. Cette enveloppe contenait une feuille où l'on pouvait écrire ces mots tracés d'une grosse écriture maladroite. « Madame, venez chez moi dimanche pour que nous parlions de l'injure qui a été faite à mon mari. Je serai à la maison toute la journée. Si vous ne venez pas, je me verrai dans l'obligation d'agir. Anne Zatureki, Prague 3, Dalimova 14. » Clara prit peur et commença à dire que j'étais responsable. Je balayai ses craintes d'un revers de main et proclamai que le sens de la vie, c'est justement de s'amuser avec la vie, et que si la vie est trop paresseuse pour cela, il faut lui donner un léger coup de pouce. L'homme doit constamment sceller de nouvelles aventures, cavales intrépides sans lesquelles il se traînerait dans la poussière comme un fantassin fatigué. Quand Clara répondit qu'elle n'avait l'intention de ne sceller aucune aventure, je lui garantis qu'elle ne rencontrerait jamais M. Zatureki ni son épouse, et que l'aventure que j'avais moi-même choisi de chevaucher, je la dompterais sans l'aide de personne. Au matin, au moment où nous sortions de l'immeuble, le concierge nous arrêta. Le concierge n'est pas un ennemi. Je lui avais sagement donné 50 couronnes quelque temps plus tôt, et je vivais depuis lors avec l'agréable conviction qu'il avait appris à m'ignorer et ne versait pas de l'huile sur le feu qu'entretenaient contre moi mes ennemis de l'immeuble. « 2 personnes vous ont cherché hier, dit-il. « Qui ça ?»« Un abo avec sa dame. »« Comment était la dame ?»« Elle avait 2 têtes de plus que lui, une femme très énergétique, sévère. Elle a demandé des renseignements sur tout. » Puis s'adressant à Clara, « Surtout sur vous. Elle voulait savoir qui vous êtes et comment vous vous appelez. »« Grand Dieu, qu'est-ce que vous lui avez dit ?» s'écria Clara. « Que voulez-vous que je lui réponde ? Est-ce que je sais qui vient chez monsieur l'assistant ? Je lui dis qu'il y en avait une nouvelle tous les soirs. »« C'est parfait, dis-je, et je sortis un billet de 10 couronnes de ma poche. Continuez comme ça. »« Ne crains rien, dis-je ensuite à Clara. Dimanche, tu n'iras nulle part et personne ne te mettra la main dessus. » Vint le dimanche, et après le dimanche le lundi, le mardi, le mercredi, il ne se passa rien. « Tu vois ?» dis-je à Clara. Mais le jeudi arriva. J'expliquai à mes étudiants, à l'occasion d'un cours comme à l'ordinaire clandestinement, comment les jeunes fauves, avec ferveur et dans un généreux coude à coude, avaient libéré la couleur de l'impressionnisme descriptif, quand Madame Marie vint ouvrir la porte et me dit à mi-voix. La femme de monsieur Zatureki vous demande. Vous savez bien que je ne suis pas là, montrez-lui l'emploi du temps. Mais Madame Marie hocha la tête. J'ai dit que vous n'étiez pas là, mais elle a jeté un coup d'œil dans votre bureau et elle a vu votre imperméable, accroché au porte-manteau. Et elle vous attend toujours dans le couloir. Une impasse est le lieu de mes plus belles inspirations. Je dis à mon étudiant préféré, pouvez-vous me rendre service ? Allez dans mon bureau, mettez mon imperméable et sortez de la faculté. Une femme va essayer de vous démontrer que vous, c'est moi, mais vous avez justement pour mission de le nier à tout prix. L'étudiant sortit et revint un quart d'heure plus tard. Il m'annonça que la mission était accomplie, la voie libre et la dame envolée. Pour cette fois, j'avais gagné. Mais le vendredi arriva, et en rentrant de son travail, le soir, Clara tremblait. Ce jour-là, le monsieur courtois qui reçoit les clientes dans le joli salon de l'entreprise de confection ouvrit brusquement la porte qui donne sur le fond de l'atelier où Clara travaille, penchée sur sa machine à coudre, en compagnie de 15 autres ouvrières, et cria « L'une d'entre elles est-elle domiciliée aux 5 rue du Château ?» Clara comprit aussitôt qu'il s'agissait d'elle, puisque 5 rue du Château, c'est mon adresse. Mais forte de la prudence que je lui ai soigneusement inculquée, elle ne broncha pas, car elle sait qu'elle habite chez moi clandestinement et que ça ne regarde personne. « C'est bien ce que je lui explique, » dit le monsieur courtois, voyant que les ouvrières se taisaient, et il sortit. Clara apprit ensuite qu'une sévère voix féminine l'avait obligée, au cours d'une conversation téléphonique, à examiner les adresses de toutes ses employées,
et s'était efforcé un quart d'heure durant de le convaincre que l'une d'elles devait habiter aux 5 rues du château. L'ombre de M. Zatureki se posa sur ma mansarde idyllique. « Mais comment a-t-elle fait pour découvrir où tu travailles ? Ici, dans l'immeuble, personne ne sait rien de toi, » dis-je en élevant la voix. Oui, j'étais réellement persuadée que personne ne savait rien de notre vie. Je vivais comme ces originaux qui croient échapper aux regards indiscrets, à l'abri de hautes murailles, car ils omettent de tenir compte d'un petit détail, que ces murailles sont de verre transparent. Je soudoyais le concierge pour qu'il ne révèle pas que Clara logeait chez moi. J'astreignais Clara à la discrétion et à la clandestinité les plus rigoureuses, et malgré cela, tout l'immeuble était informé de sa présence. Il suffisait qu'elle eût un jour engagé une conversation imprudente avec une locataire du 2e étage, et l'on savait où elle travaillait. Sans nous en douter, nous étions depuis longtemps découverts. Une seule chose restait encore ignorée de nos persécuteurs, le nom de Clara. C'est grâce à ce seul petit secret que nous pouvions encore échapper à Madame Zatureki, qui engageait la lutte avec un esprit méthodique et une obstination qui me donnait la chair de poule. Je compris que ça devenait sérieux, que cette fois le cheval de mon aventure était joliment bien scellé. Chapitre 8. Donc cela, c'était le vendredi. Et le samedi, quand Clara revint de son travail, elle était de nouveau toute tremblante. Voilà ce qui s'était passé. Madame Zatureki était venue, accompagnée de son mari, dans l'entreprise de confection où elle avait téléphoné la veille, et avait demandé au directeur l'autorisation de visiter l'atelier avec son mari et de voir le visage des couturières présentes. Certes, une telle requête surprit le camarade directeur, mais devant l'attitude de Madame Zatureki, il était impossible de passer outre. Elle proféra quelques paroles inquiétantes où il était question de diffamation, de vie brisée et de procès. M. Zatureki se tenait à côté d'elle, se taisait et fronçait les sourcils. Donc on les introduisit dans l'atelier. Les couturières levèrent la tête avec indifférence, et Clara reconnut le petit homme. Elle blêmit et continua de coudre avec une trop voyante discrétion. « Je vous en prie, » dit le directeur avec une politesse ironique au couple pétrifié. Madame Zatureki comprit qu'elle devait prendre l'initiative. « Eh bien, regarde, » dit-elle en encourageant son mari. Monsieur Zatureki leva son regard sombre, qu'il promena d'un bout à l'autre de la pièce. « Est-elle ici ?» demanda Madame Zatureki à voix basse. Même avec ses lunettes, Monsieur Zatureki n'avait pas le regard assez perçant pour embrasser d'un seul coup d'œil ce vaste local en désordre, encombré de tout un bric-à-brac et de vêtements accrochés à de longues barres horizontales. Avec les ouvrières turbulentes qui n'arrivaient pas à se tenir immobiles face à la porte, mais tournaient le dos, bougeaient sur leurs chaises, se levaient ou détournaient le visage. Monsieur Zatureki dut finalement se décider à avancer dans l'atelier pour les examiner une à une. Quand les femmes se virent ainsi dévisagées, et pour comble, par un personnage aussi peu désirable, elles éprouvèrent un sentiment confus de honte et exprimèrent leur indignation par des quolibets et de la grogne. L'une d'elles, une forte jeune femme, s'écria avec insolence. « Il cherche partout la salope qui l'a engrossée. » Le rire brutal et sonore des femmes s'abattit sur les deux époux qui l'affrontèrent, timides et obstinés, avec une étrange dignité. « Maman, cria l'insolente à Madame Zatureki, vous surveillez mal votre gamin. Si j'avais un aussi beau gosse, il ne mettrait pas le nez dehors. » Regarde, chuchotait l'épouse à son mari. Et le pauvre petit homme, d'un air morose et timide, faisait pas à pas le tour de l'atelier, comme s'il avançait entre une double haie de coups et d'insultes, mais d'une démarche ferme, sans omettre d'examiner un seul visage. Le directeur, pendant toute cette scène, souriait d'un sourire neutre. Il connaissait ses ouvrières et savait qu'il n'en viendrait pas à bout. Affectant de ne pas entendre leur tapage, il demanda à M. Zatureki. « Mais comment était-elle, cette femme, à la fin ?» M. Zatureki se tourna vers le directeur et répondit d'une voix lente et grave. « Elle était belle. Elle était très belle. » Pendant ce temps, Clara se recroquevillait dans un coin de la pièce et contrastait avec toutes ces femmes déchaînées par son air inquiet. Sa tête penchée, son activité fébrile. Ah, comme elle jouait mal son rôle de jeune fille insignifiante et effacée. Et M. Zatureki était maintenant à 2 pas de sa machine. D'un moment à l'autre, il allait la dévisager. « Bon, vous vous souvenez qu'elle était belle, mais ça ne signifie rien, » fit courtoisement observer le camarade directeur à M. Zatureki. « Il y a beaucoup de jolies femmes. Était-elle grande ou petite ?»« Grande, » dit M. Zatureki. « Était-elle brune ou blonde ?»« Elle était blonde, » répondit M. Zatureki après une seconde d'hésitation. Cette partie de mon récit pourrait servir de parabole sur le pouvoir de la beauté. Le jour où M. Zatureki avait vu Clara, chez moi, il n'avait été à ce point ébloui qu'il ne l'avait en fait pas vue. La beauté interposait devant ses yeux une sorte de diaphragme opaque, diaphragme de lumière qui la dissimulait comme un voile. Car Clara n'est ni grande ni blonde. Seule la grandeur interne de la beauté pouvait lui prêter aux yeux de M. Zatureki l'apparence de la grandeur physique. Et la lumière qui émane de la beauté prêtait à ses cheveux l'apparence de l'or.
Quand le petit homme arriva enfin dans l'angle de la pièce où Clara, en salopette marron, se penchait, crispée, sur les pièces d'une jupe, il ne l'a pas reconnue. Il ne la reconnut pas, car il ne l'avait jamais vue. Chapitre 9. Quand d'une façon décousue et pas très intelligible, Clara eut achevé son récit, je lui dis « Tu vois, nous avons de la chance !» Mais elle se rebiffa en sanglotant. « Comment nous avons de la chance ? S'ils ne m'ont pas trouvé aujourd'hui, ils me trouveront demain. Je voudrais bien savoir comment. Ils viendront me chercher ici, chez toi. Je n'ouvrirai à personne. Et s'ils envoient la police, s'ils insistent et te font avouer qui je suis ? Elle a parlé de porter plainte, elle m'accuse d'avoir calomnié son mari. Je t'en prie, je les tournerai en ridicule, tout cela n'était qu'une blague. L'époque n'est pas à la blague, on prend tout au sérieux par les temps qui courent. Ils diront que j'ai voulu délibérément salir sa réputation. Quand on le verra, comment veux-tu qu'on croie qu'il a voulu séduire une femme ? Tu as raison, Clara, dis-je. On va probablement t'arrêter. Tu dis des bêtises, répondit Clara. Tu sais qu'il faut que je sois prudente. N'oublie pas qui est mon père. Que je sois convoquée devant une commission pénale, même pour une enquête, ce sera dans mon dossier, et je ne sortirai jamais de l'atelier. À propos, je voudrais bien savoir où ça en est, cette place de mannequin que tu me promets. Et puis je ne veux plus passer la nuit chez toi, ici. J'aurais peur qu'on vienne me chercher. Je vais retourner à Selakovis. Ce fut la première discussion de la journée. Il y en eut une autre l'après-midi du même jour, après la réunion du personnel enseignant du département. Le directeur du département, grisonnant historien de l'art et monsieur Tolérant, me fit entrer dans son bureau. « L'étude que vous venez de publier dessert plutôt votre situation. C'est une chose que vous savez, j'espère, me dit-il. « Oui, je le sais, répondis-je. Ici, à la faculté, plus d'un professeur se sent visé, et le recteur estime que c'est une attaque dirigée contre ses idées. Que peut-on y faire ? Dis-je. Rien, répondit le professeur. Mais les assistants sont nommés pour 3 ans. En ce qui vous concerne, cette période va prochainement venir à expiration, et le poste va être pourvu par concours sur titre. Évidemment, il est d'usage que la commission attribue le poste à un candidat qui a déjà enseigné à la faculté. Mais êtes-vous bien certain que dans votre cas, on respecte cet usage ? Enfin, ce n'est pas de cela que je voulais vous parler. Jusqu'à présent, il y avait toujours eu un argument en votre faveur. Vous faisiez vos cours honnêtement, vous étiez aimé des étudiants et ils apprenaient quelque chose avec vous. Mais vous ne pouvez même plus vous tabler là-dessus. Le recteur vient de m'annoncer que vous n'avez pas fait de cours depuis 3 mois, et cela sans aucune excuse. Ce sera une raison suffisante pour vous congédier immédiatement. J'expliquai au professeur que je n'avais pas négligé un seul cours, que tout cela n'était qu'une blague et je lui racontai toute l'histoire de M. Zatureki et de Clara. Très bien, je vous crois, dit le professeur, mais le fait que je vous croie ne change rien à l'affaire. Maintenant, on raconte dans toute la faculté que vous ne faites pas vos cours. La question a déjà été soulevée au comité d'entreprise et hier au conseil de faculté. Mais pourquoi ne m'a-t-on pas parlé de cela à moi auparavant ? De quoi voulez-vous qu'on vous parle ? Tout est clair, paraît-il. Maintenant, on examine rétroactivement toute votre conduite passée et on cherche un rapport entre votre passé et votre attitude présente. Que peut-on trouver de mal dans mon passé ? Vous savez vous-même comme j'aime mon travail, je n'ai jamais sauté un cours. J'ai la conscience tranquille. Toute vie humaine a d'incalculables significations, dit le professeur. Selon la manière dont on le présente, le passé de n'importe lequel d'entre nous peut aussi bien devenir la biographie d'un chef d'État bien aimé que la biographie d'un criminel. Examinez seulement à fond votre propre cas. On ne vous voyait guère aux réunions, et même quand vous y veniez, la plupart du temps vous vous taisiez. Personne ne pouvait savoir ce que vous pensiez au juste. Je me souviens moi-même quand on discutait de choses sérieuses, vous lanciez tout d'un coup une plaisanterie qui suscitait des doutes. On oubliait ces doutes sur le champ, mais aujourd'hui, quand on va les repêcher dans le passé, ils prennent soudain une connotation précise. Ou bien rappelez-vous toutes ces femmes auxquelles vous faisiez répondre que vous n'étiez pas là. Ou bien prenons votre dernière étude, à propos de laquelle n'importe qui peut affirmer qu'elle est écrite par des positions politiquement suspectes. Bien sûr, ce ne sont que des faits isolés, mais s'il suffit de les examiner à la lumière de votre présent délit pour qu'ils forment un ensemble cohérent qui illustre avec éloquence votre mentalité et votre attitude. « Mais quel délit !» m'écriai-je. « J'expliquerai publiquement les choses comme elles sont. Si les êtres humains sont des êtres humains, ils ne pourront qu'en rire. Comme vous voudrez, mais vous vous apercevrez que les êtres humains ne sont pas des êtres humains, ou que vous ne savez pas ce que sont les êtres humains. Ils ne riront pas. Si vous leur expliquez les choses comme elles se sont passées, on constatera non seulement que vous ne vous êtes pas acquitté de votre tâche comme il était prescrit dans l'emploi du temps, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire, mais que par-dessus le marché, vous avez fait vos cours clandestinement, c'est-à-dire que vous avez fait ce que vous ne deviez pas faire. On constatera ensuite que vous avez insulté un homme qui vous demandait de l'aider. On constatera que vous menez une vie dissolue, qu'une jeune fille loge chez vous sans être déclarée, ce qui produira une impression extrêmement défavorable sur la présidente du comité d'entreprise. La chose s'ébruitera certainement, et Dieu sait quelle rumeur cela va susciter.
à la grande joie de tous ceux qui vous détestent pour vos idées, mais préfèrent vous attaquer sous un autre prétexte. Je savais que le professeur ne cherchait ni à m'effrayer, ni à m'induire en erreur, mais je le considérais comme un original, et je ne voulais pas céder à son scepticisme. J'avais moi-même enfourché ce cheval. Je ne pouvais donc admettre qu'il m'arrache la bride des mains et m'emporte où il le jugeait bon. J'étais prêt à livrer bataille. Et le cheval ne refusait pas la lutte. En rentrant chez moi, je trouvai dans la boîte aux lettres une convocation à la prochaine réunion du comité de rue. Chapitre 10. Le comité de rue siégeait autour d'une longue table dans une ancienne boutique désaffectée. Un homme poivre et sel, à lunettes et au menton fuyant, me désigna une chaise. Je remerciai, je m'assis et il prit la parole. Il m'annonça que le comité de rue m'avait à l'œil depuis quelque temps, que l'on savait fort bien que je menais une vie dissolue, ce qui produisait une mauvaise impression sur mon entourage, que les locataires de l'immeuble où j'habitais s'étaient déjà plaints de ne pas avoir pu fermer l'œil de la nuit à cause du tapage dans mon logement, que tout cela suffisait pour qu'on se fît une juste idée de ma personne, et que pour comble, la camarade Zatureki, qui était la femme d'un travailleur scientifique, venait de solliciter l'aide du comité de rue. Je devais, depuis plus de 6 mois, rédiger une note sur le travail scientifique de son mari, et je ne l'avais pas fait, bien que je sache parfaitement que le sort de ce travail était entre mes mains. Il est difficile de qualifier ce travail de scientifique. C'est une compilation d'idées reçues, fis-je observer, interrompant l'homme au menton fuyant. C'est curieux, camarade, intervint alors une blonde dans la trentaine, habillée en femme du monde avec un sourire radieux collé, une fois pour toutes semblait-il, sur son visage. Permettez-moi de vous poser une question. Quelle est votre spécialité ? L'histoire de l'art. Et quelle est la spécialité du camarade Zatureki ? Je n'en sais rien. Peut-être cherche-t-il à travailler dans le même domaine. Voyez-vous, s'écria la blonde, en s'adressant avec enthousiasme aux autres membres du comité, pour le camarade, un travailleur scientifique de sa spécialité n'est pas un camarade, mais un concurrent. Je continue, dit l'homme au menton fuyant. La camarade Zatureki nous a dit que son mari est venu te voir chez toi et y a rencontré une femme. Il paraît que cette femme l'a ensuite calomniée auprès de toi en prétendant que le camarade Zatureki avait cherché à abuser d'elle sexuellement. La camarade Zatureki peut bien entendu produire des preuves irréfutables d'où il ressort que son mari est incapable d'un tel acte. On veut connaître le nom de cette femme qui a calomnié son mari et porter plainte auprès de la commission pénale du Comité national, car cette calomnie risque de nuire à son mari et de le priver de ses moyens d'existence. J'essayai tout de même encore une fois d'amputer cette affaire de sa pointe hypertrophiée. « Écoutez, camarade, dis-je, tout cela n'en vaut pas la peine. Le travail en question est tellement faible que personne n'accepterait de le recommander, pas plus que moi. Et s'il s'est produit un malentendu entre cette femme et M. Zatureki, ce n'est tout de même pas une raison pour convoquer une réunion. Heureusement, camarade, ce n'est pas à toi de décider de l'opportunité de nos réunions, me répondit l'homme au menton fuyant. Et si tu prétends que le travail du camarade Zatureki ne vaut rien, il nous faut considérer cela comme une vengeance. La camarade Zatureki nous a fait lire une lettre que tu as écrite à son mari après avoir pris connaissance de son travail. Oui, mais dans cette lettre, je ne dis pas un mot de la qualité de cette étude. C'est exact, mais tu as écrit au camarade Zatureki que tu l'aiderais volontiers, et il apparaît clairement à la lecture de ta lettre que tu appréciais son travail. Et tu dis maintenant que c'est une compilation ? Pourquoi ne pas lui en avoir écrit une tout de suite ? Pourquoi ne pas lui avoir dit franchement ? Le camarade est un homme à double face, dit la blonde. À ce moment, une femme d'un certain âge, avec une indéfrisable, intervint dans la discussion. Elle aborda d'emblée le fond du problème. Nous voudrions que tu nous dises, camarade, qui était cette femme que M. Zatureki a rencontrée chez toi. Je compris qu'il n'était manifestement pas en mon pouvoir de retirer à cette affaire son absurde gravité, et qu'il ne me restait plus qu'une issue. Brouiller les traces, éloigner tous ces gens de Clara, les détourner d'elle, comme la perdrix qui détourne le chien de chasse de son nid en offrant son corps à la place du corps de ses petits. C'est fâcheux, dis-je, mais je ne me rappelle pas le nom de cette femme. Comment ? Tu ne te rappelles pas le nom de la femme avec qui tu vis ? Demanda la femme à l'indéfrisable. Vous semblez avoir une conduite exemplaire avec les femmes, camarade, dit la blonde. Je pourrais peut-être m'en souvenir, mais il faudrait que je réfléchisse. Savez-vous quel jour M. Zatureki est venu me voir ? C'était... Une seconde, s'il vous plaît, dit l'homme au menton fuyant en regardant dans ses papiers. C'était le 14, donc mercredi après-midi. Mercredi 14, attendez, je pris ma tête entre mes mains et je réfléchis. Bon, cette fois je me souviens. C'était Hélène. Je constatai qu'ils étaient tous suspendus à mes lèvres. Hélène ? Bon, et ensuite ? Ensuite, malheureusement, je n'en sais rien. Je n'ai pas voulu lui poser de questions. À vrai dire, je ne suis même pas certain qu'elle s'appelait Hélène. Je l'appelais Hélène parce que son mari m'a paru roux comme Ménélas. J'ai fait sa connaissance mardi soir dans un dancing et j'ai réussi à échanger quelques mots avec elle pendant que son Ménélas prenait un cognac au bar. Elle est venue me voir le lendemain et elle a passé l'après-midi chez moi. Vers le soir, j'ai dû la quitter pour 2 heures à cause d'une réunion à la faculté.
Quand je suis rentrée, elle était écœurée. Elle m'a dit qu'un monsieur était venu et lui avait fait des propositions. Elle a cru que j'étais de connivence avec lui, elle s'est sentie offensée et n'a plus voulu entendre parler de moi. Alors vous voyez, je n'ai même pas eu le temps d'apprendre son vrai nom. Camarade, que ce que vous dites soit vrai ou non, dit la blonde, il me semble parfaitement inconcevable qu'un homme comme vous puisse éduquer la jeunesse. Comment se fait-il que la vie dans notre pays ne vous incite qu'à boire et à séduire les femmes? Soyez certain que nous ferons connaître sur ce point notre opinion à qui de droit. Le concierge ne nous a pas parlé d'une dénommée Hélène, intervient à son tour la femme à l'indéfrisable. Mais il nous a dit que tu héberges depuis 1 mois, sans la déclarer, une jeune personne qui travaille dans une entreprise de confection. N'oublie pas que tu es en sous-location, camarade. T'imagines-tu que tu peux loger n'importe qui? Prends-tu ta maison pour un bordel? Si tu ne veux pas nous donner un nom, la police saura bien le trouver. Chapitre 11. Le sol se dérobait sous mes pieds. Je commençais moi-même à sentir l'atmosphère de défaveur dont m'avait parlé le professeur. Certes, personne ne m'avait encore convoqué, mais j'entendais ici et là des allusions, et madame Marie, dans le bureau de qui les professeurs venaient prendre le café et ne faisaient guère attention à leur langue, me révélait certaines choses avec compassion. La commission devait se réunir dans quelques jours, et recevait de toutes parts avis et appréciations. J'imaginais les membres de la commission en train de lire le rapport du comité de rue, ce document dont je ne savais qu'une chose, il était secret, et je ne pouvais formuler aucune remarque à son sujet. Il y a des moments dans la vie où il faut battre en retraite, où il faut abandonner les positions les moins importantes pour sauvegarder les positions vitales. Or, l'ultime position me semblait être mon amour. Oui, en ces jours mouvementés, je commençais soudain à comprendre que j'aimais ma couturière, que je l'aimais vraiment. Ce jour-là, je lui avais donné rendez-vous devant une église. Pas à la maison, non, car la maison était-elle la maison? Une pièce au mur de verre peut-elle être encore une maison? Une pièce où des observateurs vous surveillent à la jumelle? Une pièce où vous devez dissimuler, comme une marchandise de contrebande, la femme que vous aimez? Chez nous, donc, nous n'étions pas chez nous. Nous nous faisions l'effet d'intrus qui se sont introduits dans un territoire étranger, et risquent à tout moment d'être assaillis. Nous perdions notre sang-froid dès que retentissaient des pas dans le couloir. Nous nous attendions à chaque instant que quelqu'un cogne à la porte, et avec insistance. Clara était retournée à Selakovis, et nous n'avions plus envie de nous retrouver, même pour quelques instants, dans ce chez nous qui nous était devenu étranger. C'est pourquoi j'avais demandé à un ami peintre de me prêter son atelier pour la soirée. Et ce jour-là, c'était la première fois qu'il m'en confiait la clé. Donc nous nous retrouvâmes sous les toits, dans une immense pièce avec un unique petit divan et une vaste fenêtre en plan incliné, d'où l'on découvrait Prague dans la lumière du soir. Au milieu d'une quantité de tableaux appuyés sur le long des murs, dans cette crasse et ce désordre insouciant d'artiste, je retrouvais d'un seul coup mes anciennes impressions de douce liberté. Je me vautrais sur le divan, enfonçais le tire-bouchon dans le bouchon et débouchais la bouteille de vin. Libre et gai, je bavardais et me réjouissais de la belle soirée et de la belle nuit que nous allions passer. Seulement, l'angoisse qui venait de m'abandonner tomba de tout son poids sur Clara. J'ai déjà dit qu'elle était venue s'installer chez moi sans le moindre scrupule, et même avec le plus grand naturel. Mais maintenant que nous nous trouvions pour quelques instants dans un atelier étranger, elle se sentait mal à l'aise. Plus que mal à l'aise, ça m'humilie, dit-elle. « Qu'est-ce qui t'humilie ?» demandai-je. « Que tu aies emprunté un appartement. »« Pourquoi est-ce que ça t'humilie que j'ai emprunté un appartement ?»« Parce que ça a quelque chose d'humiliant. Nous ne pouvions pas faire autrement. »« Je sais, dit-elle, mais dans un appartement prêté, je me fais l'effet d'une putain. »« Mon Dieu, pourquoi te fais-tu l'effet d'une putain parce que nous sommes dans un appartement prêté? Les putains exercent généralement leur activité à domicile, et pas dans un appartement prêté. » Il était vain de s'attaquer rationnellement à la solide barrière de l'irrationnel dont est pétrie, comme on dit, l'âme féminine. Dès le début, notre discussion s'engageait sous de mauvais auspices. Je rapportais à Clara ce que m'avait dit le professeur. Je lui racontais ce qui s'était passé au comité de rue, et je tentais de la persuader que nous viendrons finalement à bout de tous les obstacles. Clara garda un instant le silence, puis affirma que j'étais responsable de tout. « Pourrais-tu au moins me faire sortir de cet atelier de confection ?» Je répondis qu'à présent, il lui faudrait patienter un peu. « Tu vois, dit Clara, ce n'était que des promesses, et en fin de compte, tu ne feras rien. Et maintenant, je m'en sortirai pas, même si quelqu'un d'autre acceptait de m'aider, parce que par ta faute, j'ai un mauvais dossier. » Je donnai à Clara ma parole d'honneur, qu'elle n'aurait pas à pâtir de mes démêlés avec M. Zaturecki. « Je n'arrive tout de même pas à comprendre, dit Clara. Pourquoi tu refuses d'écrire cette note de lecture? Si tu l'écrivais, on serait tout de suite tranquille. »« Il est de toute façon trop tard pour cela, Clara, dis-je. Si j'écris cette note de lecture maintenant, ils prétendront que je condamne ce travail par vengeance, et ils seront encore plus déchaînés. »« Et pourquoi faut-il que tu condamnes ce travail? Donne un avis favorable. »
Je ne peux pas faire cela, Clara. Cet article est impossible. Et puis après, ça te va bien de jouer les défenseurs de la vérité. Est-ce que c'était pas un mensonge quand tu as écrit à ce bonhomme que tes avis n'avaient aucun poids à la pensée plastique? Est-ce que tu n'as pas menti quand tu lui as dit qu'il avait essayé de me séduire? Est-ce que tu n'as pas menti quand tu as parlé de cette Hélène? Alors puisque tu as tellement menti, qu'est-ce que ça peut bien te faire de mentir une fois de plus et de donner un avis favorable sur son article? C'est le seul moyen de tout arranger. Vois-tu, Clara, dis-je, tu t'imagines qu'un mensonge en vaut un autre, mais tu as tort. Je peux inventer n'importe quoi, me payer la tête des gens, montrer toutes sortes de mystifications, faire toutes sortes de blagues. Je n'ai pas l'impression d'être un menteur. Ces mensonges-là, si tu veux appeler cela des mensonges, c'est moi, tel que je suis. Avec ces mensonges-là, je ne dissimule rien. Avec ces mensonges-là, je dis en fait la vérité. Mais il y a des choses à propos desquelles je ne peux pas mentir. Il y a des choses que je connais à fond, dont j'ai compris le sens et que j'aime. Je ne plaisante pas avec ces choses-là. Mentir là-dessus, ce serait m'abaisser moi-même. Et je ne le peux pas. N'exige pas ça de moi, je ne le ferai pas. Nous ne nous comprîmes pas. Mais j'aimais vraiment Clara, et j'étais résolue à tout faire pour qu'elle ne me reproche rien. Dès le lendemain, j'écrivis à Madame Zatureki une lettre où je lui disais que je l'attendrais à 2h, le jour suivant, dans mon bureau. Chapitre 12. Fidèle à son esprit méthodique, Madame Zatureki frappa à la porte de mon bureau exactement à l'heure fixée. J'ouvris la porte et l'invitai à rentrer. Donc je la voyais enfin. C'est une grande femme, très grande, et 2 yeux bleus pâles se détachaient de son visage maigre et oblong de paysanne. « Débarrassez-vous, lui dis-je. » Et elle retira avec des gestes maladroits un long manteau marron foncé, serré à la taille et bizarrement coupé, qui m'évoquait l'image des vieilles capotes militaires. Je ne voulais pas attaquer le premier, je voulais que l'adversaire commence par abattre son jeu. Quand Madame Zatureki fut assise, je l'incitai en quelques mots à engager la discussion. Elle dit d'une voix grave et sans aucune agressivité. « Vous savez pourquoi je vous cherchais? Mon mari a toujours eu pour vous beaucoup d'estime, et pour l'homme et pour le savant. Tout dépendait de votre note de lecture. Et vous avez refusé de la rédiger. Mon mari a consacré 3 années entières à ce travail. Il a eu la vie plus dure que vous. Il était instituteur, il faisait 60 kilomètres tous les jours pour aller enseigner à la campagne. C'est moi qui l'ai obligé à prendre congé l'année dernière, pour qu'il puisse se consacrer exclusivement à la science. »« Monsieur Zatureki ne travaille pas ?» demandai-je. « Non. »« Et de quoi vivez-vous ?»« Pour le moment, il faut que je joigne les 2 bouts toute seule. La science est sa passion, et si vous saviez tout ce qu'il a étudié, si vous saviez tout le papier qu'il a noirci, il dit toujours qu'un véritable savant doit écrire 300 pages pour n'en garder qu'1 trentaine. Puis il y a eu cette femme. Croyez-moi, je le connais. Il ne ferait certainement pas une chose comme celle dont cette femme l'a accusé. Qu'elle répète cela devant nous. Je connais les femmes. Il se peut qu'elles vous aiment et que vous ne l'aimiez pas. Elle voulait peut-être éveiller votre jalousie. Mais vous pouvez me croire, jamais mon mari n'aurait osé. Tandis que j'écoutais Madame Zatureki, il m'arriva soudain quelque chose d'étrange. J'oubliais qu'à cause de cette femme, j'allais être obligée de quitter la faculté. Qu'à cause de cette femme, une ombre s'était glissée entre Clara et moi. Qu'à cause de cette femme, j'avais passé tant de journées dans la colère et les tourments. Tout lien entre elle et l'histoire où nous jouions tous les deux, je ne sais quel triste rôle me semblait maintenant confus, lâche, fortuit. Je comprenais soudain que ce n'était pas de ma part qu'une illusion si je m'étais imaginé que nous scellions nous-mêmes la cavale de nos aventures, et que nous en dirigions nous-mêmes la course. Que ces aventures ne sont peut-être pas du tout les nôtres, mais nous sont en quelque sorte imposées de l'extérieur, qu'elles ne nous caractérisent en aucune manière, que nous ne sommes nullement responsables de leur cours étrange, qu'elles nous entraînent, étant elles-mêmes dirigées on ne sait d'où, par on ne sait quelle force étrangère. D'ailleurs, quand je regardais Madame Zatureki dans les yeux, il me semblait que ses yeux ne pouvaient voir jusqu'au terme des actes, que ses yeux ne regardaient pas du tout, qu'ils ne faisaient que flotter à la surface du visage. « Vous avez peut-être raison, Madame Zatureki, » dis-je d'un ton conciliant. « Peut-être que mon ami a menti. Mais vous savez ce que c'est qu'un homme jaloux? Je l'ai cru, et mes nerfs ont cédé. Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. »« Oui, bien sûr que oui, » dit Madame Zatureki, visiblement soulagée d'un grand poids. « Puisque vous le reconnaissez vous-même, c'est bien. Nous avions peur que vous ne croyiez cette femme. Elle aurait pu gâcher toute la vie de mon mari. Je ne parle même pas de l'ombre que cela projette sur lui du point de vue moral. Mais mon mari attend tout de votre note de lecture. On lui a assuré à la rédaction de cette revue que cela ne dépendait que de vous. Mon mari est persuadé que si son article était publié, il serait enfin admis à la recherche scientifique. Allez-vous rédiger cette note, maintenant tout est éclairci? Et pouvez-vous le faire rapidement? Le moment de me venger et d'apaiser ma colère était enfin venu, mais cette minute, je n'éprouvais plus aucune colère. Et ce que je dis à Madame Zatureki, je le dis parce que je ne pouvais plus me dérober. Madame Zatureki, en ce qui concerne cette note,
Il y a une difficulté. Je vais vous expliquer franchement comme tout cela s'est passé. Je déteste dire en face des choses désagréables. C'est ma faiblesse. J'ai tout fait pour ne pas rencontrer M. Zatureki, et je pensais qu'il finirait par comprendre pourquoi je l'évitais. La vérité, c'est que son étude est faible. Elle n'a aucune valeur scientifique. Me croyez-vous ? C'est une chose que je peine à croire. Non, je ne vous crois pas, dit Madame Zatureki. D'abord, ce travail n'est pas du tout original. Comprenez-vous ? Un savant doit toujours apporter quelque chose de nouveau. Un savant n'a pas le droit de copier des choses déjà connues, ce que d'autres ont écrit. Mon mari n'a certainement pas copié cet article. Madame Zatureki, vous l'avez sûrement lu. Je voulais continuer, mais Madame Zatureki m'interrompit. Non, je ne l'ai pas lu. J'étais surpris. Dans ce cas, lisez-le. J'ai une mauvaise vue, dit Madame Zatureki. Je n'ai pas lu une seule ligne depuis 5 ans, mais je n'ai pas besoin de lire pour savoir si mon mari est honnête ou non. Ce sont des choses que l'on sent, on n'a pas besoin de le lire pour ça. Je connais mon mari comme une mère connaît son enfant, je sais tout de lui, et je sais que tout ce qu'il fait est toujours honnête. Il me fallut subir le pire, je lus à Madame Zatureki quelques passages de l'article de son mari, et les passages correspondants de différents auteurs auxquels M. Zatureki avait emprunté les idées. Bien entendu, il ne s'agissait pas de plagiat délibéré, mais plutôt d'une soumission aveugle à des autorités qui inspiraient à M. Zatureki un respect sincère et démesuré. Il était toutefois évident qu'aucune revue scientifique sérieuse ne pouvait publier ce texte. Je ne sais dans quelle mesure Madame Zatureki prêtait attention à mes explications, dans quelle mesure elle les suivait et les comprenait. Elle était docilement assise dans son fauteuil, soumise et obéissante comme un soldat qui sait qu'il ne doit pas abandonner son poste. Je parlais une bonne demi-heure. Puis elle se leva de son fauteuil, fixa sur moi ses yeux translucides et me pria d'une voix blanche de l'excuser. Mais je savais qu'elle n'avait pas perdu foi en son mari. Adressait-elle des reproches à quelqu'un ? C'était à elle-même, pour ne pas avoir fait front à mes arguments qui lui paraissaient obscurs et incompréhensibles. Elle enfila sa capote militaire, et je compris que cette femme était un soldat corps et âme, un soldat triste et fidèle, un soldat fatigué par de longues campagnes, un soldat qui n'était pas capable de comprendre le sens des ordres, mais les exécuterait toujours sans regimber, un soldat qui partait vaincu, mais sans tâche. Chapitre 13. « Et maintenant tu n'as plus rien à craindre, » dis-je à Clara à la taverne d'Almate, après lui avoir rapporté ma conversation avec Madame Zatureki. « Je ne vois pas ce que j'avais à craindre, » répondit Clara avec une assurance qui me surprit. « Comment cela ? Si ce n'avait pas été pour toi, je n'aurais jamais rencontré Madame Zatureki. »« C'est une bonne chose que tu l'aies rencontrée, parce que c'est très mal ce que tu as fait à ces gens-là. Le docteur Caloussec dit qu'un homme sensé peut difficilement le comprendre. »« Quand as-tu vu Caloussec ? » ?»« Je l'ai vu, » dit Clara. « Et tu lui as tout raconté ? » ?»« Et après, c'est un secret peut-être ? Maintenant je sais fort bien ce que tu es. »« Ah oui ? Veux-tu que je te le dise ? » ?»« Je t'en prie. »« Tu es un cynique stéréotypé. »« Est-ce Caloussec qui t'a dit cela ? » ?»« Pourquoi Caloussec ? Tu crois que je ne peux pas trouver ça toute seule ? Tu me crois incapable de voir clair dans ton jeu ? Tu aimes bien mener les gens en bateau. Tu as promis une note de lecture à M. Zatureki. Je ne lui ai jamais promis de note de lecture. Et moi, tu m'as promis une place. Tu t'es servi de moi contre M. Zatureki et de M. Zatureki contre moi. Mais si tu veux savoir, je l'aurai tout de même cette place. Grâce à Caloussec, je m'efforçais d'être sarcastique. Certainement pas grâce à toi. Toi, tu es brûlé partout et tu peux même pas savoir à quel point. Et toi, tu le sais ? Oui, ton contrat ne sera pas renouvelé et tu pourras t'estimer heureux si on t'accepte comme employé dans une galerie de province. Mais il faut que tu comprennes que tout cela est arrivé par ta faute. Si je peux te donner un conseil, à l'avenir, tu ferais mieux d'être sincère et de ne pas mentir. Parce qu'une femme ne peut pas avoir d'estime pour un homme qui ment. Elle se leva, me tendit la main, visiblement pour la dernière fois, me tourna le dos et sortit. Il me fallut encore un moment pour comprendre que mon histoire, malgré le silence glacial qui m'entourait, n'est pas du genre tragique, mais plutôt comique. Ce qui m'apporta une sorte de consolation.